Donc, bon, s'il n'y a pas de réponse, je suppose que vous m'entendez, donc je vais continuer. Tout d'abord, présenter en distanciel n'est jamais très agréable parce que pour l'orateur, on ne sait jamais si vous êtes attentif sur le cadre de votre attention ou si vous avez les yeux fermés. Et l'autre point que je voulais dire avant de commencer, c'est que le format de 15 minutes n'est pas évident. Je ne peux pas faire de blague en vous disant la vérité sur l'investissement de mon budget, comme par exemple, au lieu de vous mentir en disant que j'ai tout payé en chimiques très cher et en devices à l'unité qui sont très chers. En fait, depuis lors, avec la bourse, je me suis payé un casque insonorisé, une barre de son et une cave à vin. Mais ceci restera entre nous. Donc, le sujet, comme Frédéric l'a dit, c'est le dosage des antituberculeux. Essaye de mettre Donc, le la première téléphone plus question à près se de ta poser, bouche, c'est David, parce pourquoi en qu'on ne t'entend Belgique nous pas très sommes-nous bien. intéressés à la tuberculose? Donc, tout d'abord, si on regarde l'épidémiologie en Belgique, nous constatons que nous sommes un pays à faible incidence selon les critères de l'OMS. C'est-à-dire que par an, pour être un pays à faible incidence, il faut moins de 10 personnes ayant contracté la tuberculose pour 100 000 habitants. Et donc, comme l'on voit, nous sommes à un taux d'incidence de 8,5, ce qui représente en absolu 970 cas par an, ce qui est quand même un chiffre notable, je trouve. Et si on s'intéresse plus particulièrement à l'incidence dans les hôpitaux partenaires, on constate qu'en fait, le CHU Saint-Pierre draine par an de 100 à 150 cas. Et il est également centre de référence pour le traitement des tuberculoses multirésistantes, ce qui représente tant au niveau local que national 1 à 2% des cas totaux de tuberculose. Et à côté de cela, l'hôpital Erasme draine tout de même environ 50 cas par an, ce qui nous fait, si on va vers le maximum, enfin 250 à 200 cas sur les 970 que l'on a en Belgique, ce qui est franchement pas mal. Et d'autre part, le traitement et l'éradication de la tuberculose est une stratégie de santé publique, je vais dire, car tous les pays membres de l'OMS ont signé en 2014 un traité où ils s'engageaient à tenter d'éradiquer quasiment totalement la tuberculose en 2035. Et il y a un premier jalon qui devait être évalué en 2020, où l'objectif était de diminuer l'incidence de 20%. On voit que finalement, actuellement, elle n'est diminuée que de 9%. Et également que le nombre de décès devait diminuer de 35%. On a atteint 14%. Donc, c'est mieux que le début en 2015, mais on peut encore mieux faire. Et donc, paradoxalement, pour la prise en charge de la thérapie de ces patients, eh bien, on constate qu'en Belgique, il n'y a aucune proposition de suivi thérapeutique des antituberculeux chez les patients. Or, je ne vais pas vous faire un coup détaillé là-dessus, mais les antituberculeux sont de parfaits candidats pour le TDM pour 3 principales raisons. La thérapie est excessivement longue, minimum 6 mois. C'est démontré en littérature, pour la plupart des antituberculeux, il y a une grande variabilité interindividuelle. Et également des effets indésirables qui sont notables, comme une oculotoxicité, une neurotoxicité et des hépatites qui peuvent survenir. Donc, vu le domaine de santé publique dans lequel on veut l'éradiquer, le nombre de cas dans les hôpitaux partenaires et le fait qu'il n'y a pas d'éléments en Belgique, ça nous semblait tout à fait opportun de développer une méthode de quantification pour justement faire le suivi chez les patients. Et ce projet n'est pas en réalité venu de nous, mais a été proposé par les infectiologues de Saint-Pierre, qui ont été les principaux demandeurs pour cette mise au point. Et depuis, les infectiologues d'Erasme en sont très contents et nous suivent également à ce niveau-là. Donc, au niveau des objectifs, ici, on dichotomise en 3 grands points. Le premier, c'est évidemment le développement d'une méthode, je dirais, de référence pour le dosage des principaux antituberculeux. Le second point, ce sera l'isolation et la détermination de leur concentration libre, plus comme critère de recherche et d'investigation de leur intérêt pour un futur proche. Et également, donc, une étude clinique, je me répète, pour investiguer l'intérêt de la concentration libre. Et je vous ai mis une ligne du temps pour vous dire que l'objectif 1, en gros, est atteint. Nous avons maintenant un dosage qui est fonctionnel, qui est proposé en routine, tant au niveau des hôpitaux partenaires qu'au sein de la Belgique. L'objectif 2 est en cours de réalisation. Et l'objectif 3, qui est donc l'étude clinique de l'intérêt de la concentration libre, sera fait courant 2022 jusqu'à 2023. Donc, au niveau du développement de la méthode de référence, qu'est-ce qui est absolument nécessaire? Si on veut une méthode gold standard, c'est mettre une mise au point sur un spectromètre de masse en tandem. C'est pour chaque drogue que l'on va inclure dans le panel, utiliser un standard interne qui est un standard qu'on dit isotopique, qui coûte
Voilà, enfin, en fait, c'est le principal coût dans ma bourse. Il faut savoir qu'un milligramme de standard isotopique coûte environ 200 €, ce qui n'est pas rien. Et également, si on veut voilà, faire une méthode qui soit publiable, il faut au minimum, pour chacune des drogues en spectrométrie de masse, suivre 2 transitions product-ion. Donc, un qu'on appelle le quantifier et l'autre le qualifier, qui est vraiment l'empreinte digitale de la molécule quand on la fragmente. Et donc, ce ratio doit rester constant et certifie que ce que l'on voit est bien la molécule que l'on recherche. Donc, au niveau après de la sélection des drogues pour ce panel, à partir du moment où on met un standard interne par molécule, que par molécule, je recherche 2 transitions, on ne peut pas tout faire, sinon la machine va saturer. Donc, il faut faire un choix rationnel pour avoir une méthode avec un domaine de mesure adéquat. Et donc, évidemment, on a sélectionné les 4 antituberculeux de première ligne, que sont la rifampicine, isoniazide, éthambutol et pyrazinamide. On a également sélectionné les 4 principaux antituberculeux de seconde ligne, qui sont toujours donnés en première intention quand c'est possible. Ce sont donc 2 fluoroquinolones, la lévo et la moxie. On donne également la bédaquiline et le linezolide. Et à côté de cela, pour les patients qui sont atteints du HIV, pour lesquels donc les traitements antirétroviraux ont un fort impact sur le cytochrome P450 et vont donc interagir avec la rifampicine, qui est également, elle, un très puissant inducteur au cytochrome, eh bien, les cliniciens vont privilégier un changement de la rifampicine vers la rifabutine dans la quadrithérapie de première ligne. Et donc, on a également inclus la rifabutine dans ce panel. Ce qui fait qu'en mettant toutes ces molécules ensemble, il y en arrive en fait à, si ça aboutit, bon, déjà je vous l'ai dit, ça aboutit, mais donc ça serait la première méthode actuellement qui permettrait de doser ces 9 antituberculeux principaux, et une méthode pour laquelle, pour chacune des drogues, il y aurait un standard isotopique qui serait dedans. Ce qui est donc assez novateur jusqu'à maintenant. Et voilà, donc comme je vous le disais, cette méthode a été pleinement validée. Sans rentrer dans les détails, ça a été un travail de longue haleine chromatographique pour y parvenir. Ça a été le sujet de mémoire de 2 étudiants pharmaciens. Et donc, le résultat final donc, a été une méthode qui a été pleinement validée et qui est, comme je vous l'ai dit, utilisée en routine et proposée à nos hôpitaux partenaires et à tous les infectiologues spécialisés en tuberculose en Belgique, pour lesquels les performances ont une précision, enfin une fidélité intermédiaire et un biais inférieur à 11%. La méthode de traitement de l'échantillon est assez simple, c'est une précipitation protéique, et donc l'usage est également facilement implémentable en routine. Et le domaine validé pour chacune des drogues, comme vous pouvez le voir, est hautement adapté par rapport au Cmax, qui est la cible principale quand on fait du TDM. Et oui, la chromatose, je vous l'ai montré aussi juste pour info, parce qu'on aime bien avoir quand même que des pics soient symétriques, bien pointus, que tout va bien à ce niveau-là. Donc, au niveau des résultats préliminaires qu'on a obtenus depuis son passage en routine, donc 12 patients, enfin un petit peu plus maintenant, ont été suivis en TDM. Donc, parmi ces patients, 38% avaient tout de même des taux infrathérapeutiques à la fois pour la rifampicine et l'isoniazide, qui sont les 2 principaux antituberculeux qui sont donnés, car ils sont donnés à la fois dans la phase intensive de la thérapie, durant donc les 2 premiers mois pour une tuberculose multisensible, et également durant les 4 mois de la phase de continuation, dans le cas de la tuberculose multisensible. Donc, on a également observé, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, dans les recommandations que l'on a suivi au début de l'instauration de ce TDM. On fait un prélèvement à 2 heures, donc au pic du médicament. Si le taux est infrathérapeutique, il est recommandé de faire un prélèvement tardif à 6 heures pour pouvoir juger, voilà, est-ce qu'on est face à juste un retard d'absorption. Et donc, dans ce cas-là, le pic arrive plus tardivement et donc, normalement, l'AUC reste conservé et le patient aura des taux qui sont théoriquement efficaces. Ou au contraire, est-ce que le temps 6 heures est tout aussi bas, voire plus bas que le temps 2 heures? Et dans ce cas-là, on est face à une diminution de la biodisponibilité orale avec risque d'échec thérapeutique et impérativement une adaptation posologique doit être faite. Et donc, on a identifié que chez ces patients-là qui avaient des taux infrathérapeutiques, la majorité des cas étaient dus justement à cette diminution de l'absorption orale pour lequel l'adaptation posologique était primordiale. On a également observé que parmi les patients qui ont des taux efficaces en rifampicine, ce taux moyen est toujours dans la gamme basse de l'intervalle thérapeutique, ce qui pose la question, comme cela a été déjà démontré dans la littérature, que la dose standard de base recommandée par l'OMS n'est peut-être
plus celle qui devrait être donnée maintenant qu'on fait du TDM, qu'on a un plus grand recul par rapport au taux que l'on observe. Et donc, la dose standard de 10 mg devrait peut-être augmenter à 15 voire 20 mg par kilo. Et donc, voilà, cette méthode qui a été validée et ses résultats préliminaires ont été soumis pour publication. Et voilà, j'attends leur retour en espérant qu'ils soient évidemment favorables pour ce point. Oui, donc voilà, donc juste un mot, comme je vous l'ai dit, jusqu'à maintenant, ce que nous faisions, c'était un TDM à 2 heures et à 6 heures. En 2021, il y a 2 grandes études qui sont sorties au niveau chinois. Je pense que l'avantage par rapport à les pays européens, aux États-Unis, c'est qu'une fois que le patient est enrôlé, il n'en sort plus. Donc, on sait réellement évaluer les outcomes à la fin. Et donc, on a enfin, pour le target PKPD qui est connu depuis 2014, on dit que c'est le plus important, c'est-à-dire réaliser une aire sous la courbe chez les patients. On a enfin des cibles thérapeutiques pour des aires sous la courbe. Et donc, très prochainement, on va adapter notre informatique et également les feuilles de demande pour proposer le calcul d'air sous la courbe pour les 4 antituberculeux de première ligne et également pour les fluoroquinolones. Voilà, donc j'en arrive au deuxième objectif, qui est, comme je le disais, tenter d'isoler la concentration au livre des antituberculeux, parce que pour rappel, la concentration totale n'est pas le réel reflet de ce qui est actif chez le patient, c'est bien la libre qui est donc disponible pour diffuser dans les sites d'action, et c'est donc cette concentration libre qui est réellement efficace chez les patients. Donc logiquement beaucoup mieux corrélée à l'efficacité thérapeutique. Donc pour l'isoler, il y a 2 grands principes. Tout d'abord, la dialyse à l'équilibre. L'autre principe est l'ultrafiltration. Donc voilà, j'ai simplement mis un petit tableau pour comparer les avantages des 2 dispositifs. Donc évidemment, la méthode gold standard, c'est la dialyse à l'équilibre, tandis que l'ultrafiltration est de plus en plus utilisée car c'est plus facile d'usage dans le sens que c'est plus rapide. Mais ce n'est pas la méthode du gold standard. Donc au niveau également du temps pour isoler cette concentration libre, des tests préliminaires ont été faits avec Élise Mathieu qui était à l'époque post-graduée en chimie, pour lesquels on a évalué que pour tous les antituberculeux, il faut 4 heures pour atteindre l'équilibre, tandis qu'évidemment, en ultrafiltration, en 30 minutes, on a isolé l'ultrafiltrat qui contient la concentration libre, donc c'est beaucoup plus rapide. Par contre, le volume nécessaire en microdialyse est nettement moindre. On parle de 400 microlitres contre 1 ml pour ultrafiltrat. Il y a également la question de l'absorption non spécifique. Une fois qu'on quitte la matrice complexe qu'est le plasma pour aller vers l'ultrafiltrat ou l'ultrafiltrat. Donc, normalement, en dialyse, on n'a pas d'absorption. Ou s'il y en a, de par l'équilibre qui se crée, ça se compense. Dans l'ultrafiltrat, j'ai actuellement constaté potentiellement de l'absorption avec la rifampicine et la rifabutine, mais ça a confirmé. Et l'autre question qui se pose, c'est voilà, actuellement, donc je fais une calibration en matrice plasmatique pour répondre des échantillons plasmatiques. Est-ce que je peux utiliser la même calibration pour répondre des ultrafiltrats ou des dialysats, ou est-ce que je devrais faire 2 calibrations? Et donc les tests préliminaires ont également montré que je peux tout répondre avec une calibration. Donc voilà, sur base de quelques mises au point futures, on va trancher entre utiliser un dispositif de microdialyse ou utiliser un dispositif d'ultrafiltration, sachant que de nouveau, le coût de l'un ou comme de l'autre dispositif est assez cher. Pour la microdialyse, on parle de 10 € par dispositif. Pour l'ultrafiltrat, on est environ à 6 € le dispositif. Et donc voilà, ceci est encore en cours de développement et donc devra être validé par la suite en début 2022. Pour le troisième objectif, qui est donc l'étude clinique pour investiguer l'intérêt de cette concentration libre. Donc au niveau des connaissances actuelles, bonne chance, enfin heureusement pour moi, il n'y a que 3 articles actuellement qui sont sortis, un de 2007 qui était du spiking in vitro, et 2 articles plus récents, l'un de 2018 qui s'intéressait sur l'échantillon clinique à 4 antituberculeux de première ligne, tandis que le dernier article s'intéresse qu'à la rifampicine et sorti en 2019. Donc si je résume très rapidement les connaissances actuelles, le congé premier article, c'est uniquement sur du spiking sur l'échantillon humain. C'est utilisé comme méthode de la dialyse à l'équilibre. Et la conclusion qu'il présentait, c'était que le pourcentage de liaison de l'isoniazide était fonction de sa concentration totale, tandis que pour les autres antituberculeux, le pourcentage de binding était constant.
mais on n'avait aucune information sur la variabilité intra- et interindividuelle. Pour le second article, donc, qui s'intéressait en 2018 sur les 4 de première ligne, cela a été fait sur 18 échantillons cliniques. La méthode était donc de centrifuge et de ultrafiltration. Ils avaient observé, donc c'est logique, une variation significative interindividuelle des taux de binding et également une dépendance entre ce pourcentage de binding et la concentration totale de l'antituberculeux. Et donc, de nouveau, dans les limitations, c'est une faible cohorte et les patients avaient des niveaux normaux d'albumine. Or, on sait que justement, c'est un paramètre clé étant la principale protéine porteuse des médicaments. Des patients en hypoalbuminémie pourraient très bien avoir des taux de concentration libre beaucoup plus élevés et donc se retrouver avec des taux efficaces à des doses moindres. Au contraire également, pour des taux totaux soi-disant physiologiques, se retrouver finalement avec des effets toxiques parce que le médicament est beaucoup plus actif chez ces patients-là. Pour le 13e article, chance pour moi, je vais dire, pour l'investigation future, ils ont conclu à l'inverse, que le pourcentage du binding pour la rifampicine est indépendant de la concentration totale et donc que sa concentration libre est absolument prédictible sur base de la concentration totale en faisant la concentration totale fois le taux de fixation moyen de la rifampicine qui est de 88%. Et donc, eux affirmaient que voilà, c'est une étude préliminaire parce que c'est fait sur une faible cohorte, uniquement sur des patients africains, et pour lesquels, de nouveau, le taux d'albumine était normal, ou normal. Et donc, voilà, ils concluaient que la concentration libre était un reflet suffisant de que la concentration totale était un reflet suffisant de la concentration libre, mais ceci contredisait l'article sorti un an avant. Donc là, il y a un réel champ d'investigation à faire pour voir qui a raison, mais l'important sera de le faire sur une plus grande cohorte et j'espère pouvoir inclure donc des patients qui auront donc des hypoalbuminémies, parce que finalement, le patient antituberculeux, qui est souvent un patient SDF, voire dénutri, donc se retrouve en début de thérapie en étant cachectique et donc aura des hypoalbuminémies qui peuvent être sévères, pour lesquels donc on verra à quel point l'impact sera important sur la libre par rapport à la totale que l'on mesurera. Et donc, ce que je souhaite faire, une fois que l'isolation et l'évaluation de la méthode pour la libre sera réalisée, ce sera d'investiguer donc les taux de concentration libre pour les 4 antituberculeux de première ligne, également pour les 5 de seconde ligne. Et donc, sur tout échantillon clinique que je recevrai en routine, je souhaiterais réaliser le dosage de la totale, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on demande pour le suivi des patients, mais également de la libre. Et donc, ceci me permettra donc d'investiguer, comme je le disais, la relation entre la concentration libre et le pourcentage de binding sur une large cohorte, également chez les patients qui seront hypoalbuminémiques, et de pouvoir établir des valeurs normales, je vais dire, de Cmax libre, et également, surtout, d'être sous la courbe libre estimée. Et donc, je suis déjà... En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe une association belge de traitement de la tuberculose qui regroupe donc de nombreux cliniciens, infectiologues plutôt spécialisés dans la tuberculose. Et donc, je suis en relation avec eux pour pouvoir proposer ce dosage et espérer drainer un maximum de patients possible. Et j'espère donc, ce que je compte faire en parallèle aussi, c'est soumettre un protocole au comité d'éthique afin de pouvoir faire des prélèvements répétés chez les patients tuberculeux de notre institution, donc au mois 1 de traitement, au mois 2, au mois 3 et au mois 4, afin de pouvoir investiguer également la variabilité intra-individuelle qui n'a jamais été évaluée jusqu'à maintenant, et également évaluer l'impact pour l'isinazide et la rifampicine du passage de la phase intensive où on donne 4 antituberculeux vers un passage à la phase de continuation où on ne donne plus que la rifampicine et l'isinazide, ou pour lequel il y aura peut-être moins de compétition au niveau de la protéine porteuse, qui est principalement l'albumine, et également l'alpha-microglobine, l'alpha-antitrypsine, je vais y arriver, pardon. Et donc peut-être que là, la libre sa concentration diminuerait par moins de compétition, et donc finalement, les doses devraient peut-être revues en phase de continuation. Voilà où j'en suis arrivé jusqu'à maintenant, et comme ça, vous savez ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui devra encore être réalisé.